J'ai quasiment fini de préparer la structure globale des épisodes sur l'intelligence artificielle et j'ai même commencé à écrire les premiers épisodes. Et comme vous allez le voir, il va y avoir des invités assez rapidement dans cette série. Ça commencera la semaine prochaine et d'ici là, je me suis dit que j'allais vous laisser avec une petite vidéo qui va être un complément à la série sur la démocratie et qui va être un extrait de l'épisode Axiome 4 où on a parlé de démocratie avec Thibaut de la chaîne Musophie qui reformule les arguments que j'avais notamment donnés contre la démocratie d'une manière que je trouve très perspicace. Donc aujourd'hui, je vais pas trop bosser et je vais vous laisser regarder cet extrait d'Axiome. Donc quatrième vidéo, on va parler d'un youtubeur que j'aime bien, qui fait de bons trucs. Donc on va parler de 7 arguments contre la démocratie de Science for All. Je sais pas si tu connais, c'est sympa. Donc oui, voilà, c'est une des vidéos que j'ai le plus aimé ce mois-ci et j'avais très envie qu'on en reparle parce qu'il y a plein de trucs chouettes. Et puis peut-être qu'on va reparler plus généralement de ta série sur la démocratie puisque finalement c'est un petit peu l'un des derniers épisodes avec c'est le dernier que tu as sorti sur voilà ce poème sur l'ignorance, cette ode à l'ignorance. Et puis après va y avoir donc le dernier épisode qui est pas sorti, qui est juste un récapitulatif. Donc finalement c'est un petit peu le point d'arrivée de toute ta série, c'est cet argument contre la démocratie. Et je trouve la vidéo vraiment super stimulante, ils sont intéressants les arguments. Et puis effectivement c'est un truc, d'ailleurs t'étais stressé avant de sortir la vidéo parce que c'est vraiment c'est pas évident de venir et de dire ouvertement je vais critiquer la démocratie, vraiment la démocratie, je vais pas critiquer la démocratie telle qu'on l'a fait en disant il faudrait que ce soit plus démocratique, non je vais vraiment critiquer la démocratie en tant que telle, et même si c'était plus démocratique ce serait pire quoi. On a tendance aujourd'hui à associer à la démocratie une valeur en soi, à vraiment considérer que si c'est démocratique, c'est bien. C'est pas bien parce que ça a de bons effets, c'est bien en soi. Justement, si on est utilitariste, le premier point de départ, c'est ça, c'est de dire si on est utilitariste, déjà, ça va pas de soi. Ouais. Il faut montrer, pour justifier que la démocratie est bien, que la démocratie a de bons effets, vraiment. Voilà, tente à augmenter le plus grand bonheur du plus grand nombre. Et une fois qu'on pose ça, ça devient une question à laquelle on peut aussi bien répondre oui que non, ça dépendra des arguments qu'on trouve, et tu as plutôt donné des arguments en faveur du non, clairement. Et effectivement, il y a plein de raisons pour lesquelles on peut considérer que la démocratie n'est pas, d'un point de vue utilitariste, n'est pas un bon système de décision. En fait, faut se dire, et je trouve ça intéressant de regarder la démocratie comme ça, en se disant, c'est avant tout une méthode, la démocratie, un outil de prise de décision. Et finalement, la question qu'on a le droit de se poser, c'est est-ce que cette méthode est efficace? Est-ce que cette méthode permet de prendre des bonnes décisions? Et en fait, quand on pose la question comme ça, en l'examinant d'un peu de près et sans faire son hooligan démocrate, c'est difficile de ne pas arriver à la conclusion que non. Alors après, l'autre question, c'est de savoir, peut-être ça peut rester quand même la moins pire des solutions, mais en tout cas, que clairement, il y a de bonnes raisons de se dire qu'il y a beaucoup de problèmes inhérents à la démocratie elle-même. Vraiment pas, encore une fois, je pense, beaucoup de gens qui voient des trucs sur arguments contre la démocratie vont penser, on va critiquer la façon dont dont la démocratie existe dans nos régimes qui sont pas vraiment des démocraties, etc. Alors que non, vraiment, il faut prendre au sérieux ta formule quand tu dis c'est des arguments contre la démocratie elle-même, contre l'idée de laisser la prise de décision au peuple, à un ensemble de gens pas spécialement informés. Les arguments sont très bons. Alors moi, il y en a un qui m'a particulièrement plu, je sais plus combienième c'est, mais c'est celui qui consiste à dire que finalement les conditions dans lesquelles la démocratie pourrait fonctionner, donc il faudrait qu'il y ait des médias qui informent bien, pour que les citoyens soient bien informés, et il faudrait que les hommes politiques soient incités à bien agir quand ils sont au pouvoir. Les incentives que crée la démocratie sont exactement contraires. C'est-à-dire que les incentives poussent plutôt à avoir des médias qui n'informent pas bien, qui polarisent les opinions des gens, et les hommes politiques à passer leur temps à se critiquer mutuellement et à déprécier le travail des autres, plutôt qu'essayer de gouverner au mieux. Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment l'argument qui revient tout le temps. On dit oui, la démocratie, ça devrait fonctionner, mais il faudrait que les gens soient bien éduqués, etc., etc. Et se dire oui, mais réfléchis 2 secondes, la démocratie crée un contexte dans lequel, en fait, c'est tout le contraire qui va se produire. Et il n'y a pas de raison de penser qu'il en ira autrement.
Et je trouve que c'est un argument qui est très puissant. Ils se rendent compte que si vous voulez que les gens soient bien éduqués, je pense qu'il n'y a pas de sujet sur lesquels les gens sont moins bien éduqués que sur les sujets qui touchent de près ou de loin à la politique. Et c'est assez paradoxal. Mais en fait, c'est pas étonnant. C'est normal. Dans une démocratie, les choses sur lesquelles les gens seront les moins bien informés auront tendance à avoir des informations très partiales, voilà, et à ignorer complètement les arguments adverses, etc. Ça va être sur tous les sujets politiques. Enfin, en tout cas, c'est un argument particulièrement fort et ouais, auquel j'avais pas spécialement pensé avant la vidéo. Je trouve que tu l'as très bien formulé dans la vidéo. Alors... Ouais, merci. Donc, l'argument vient de Jason Brennan. C'est donc son livre qui m'a beaucoup inspiré. Jason Brennan, dans son livre, il distingue 3 types de citoyens qu'il appelle ce qu'il appelle les hobbits d'un côté. Donc les hobbits, c'est ceux qui s'intéressent pas à la politique, qui sont très ignorants et qui ont pas trop de parti pris politique parce qu'ils s'intéressent pas à la politique. Et ensuite, il y a les hooligans. Donc le mot hooligan vient enfin c'est pas lui, je crois que c'est pas Jason Brennan qui l'a introduit, mais enfin, si je l'ai utilisé, c'est parce que Brennan l'a utilisé. Donc les hooligans, bon, j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc c'est des gens qui ont un parti pris, mais très pris, et qui sont victimes du biais de confirmation, et qui vont défendre leurs valeurs de façon irrationnelle. Et enfin, il y a les vulcains, qui, selon Brennan, sont les gens qui sont capables de penser rationnellement, qui sont parfaitement informés, qui sont capables de tout bien faire. Et ce que dit Brennan, c'est que tous les modèles classiques de la démocratie supposent que les citoyens sont des vulcains, ou en tout cas peuvent devenir des vulcains avec les bonnes conditions, sauf qu'en pratique, notamment à cause des incentives, les gens sont soit hobbits, soit hooligans. Oui, j'avais lu un petit article où il expliquait qu'en gros, on a l'optimisme un peu des Lumières, c'était de se dire le peuple aujourd'hui est hobbit, mais voilà, mettez-le dans une démocratie et ça deviendra un peuple de vulcains. Si tu sors les hobbits de chez eux, ils vont devenir des vulcains. En fait, non, les hobbits ont tendance à plutôt devenir des hooligans, effectivement. Ouais. C'était pas un truc évident. Je peux comprendre que on pensait que ça allait être voilà, formidable. Mais en fait, aujourd'hui, on a quand même pas mal de données des sciences sociales qui nous montrent que dans une délibération sur un sujet politique, les gens ne se comportent pas en vulcain, se comportent clairement en hooligan. Parce qu'il y a beaucoup de gens, tu as dû en avoir dans les commentaires, des gens qui vont te dire oui, mais alors il faudrait une démocratie délibérative ou ce genre de choses. Et typiquement, c'est beau cette idée de démocratie délibérative, mais le problème c'est que franchement, ça ignore vraiment pas mal de données des sciences sociales qui tentent à dire que dans une délibération... Enfin, l'idée d'une démocratie délibérative, c'est que vous réunissez les gens dans une salle et ils délibèrent, ils discutent entre eux, et à la fin, il y a un consensus qui naît, et ça sera bien, on arrivera à mettre tout le monde d'accord. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. On le sait. On sait que ça ne se passe pas comme ça, que tu mets des gens qui ne sont a priori pas tout à fait d'accord entre eux dans une même salle, ils vont en ressortir à couteau tiré et encore plus polarisés qu'avant. Enfin, si tu soutiens le contraire... Et finalement, ce que soutiennent les gens qui défendent la démocratie délibérative, ils sont plus ou moins obligés de défendre le contraire, c'est pas très solide expérimentalement, quoi. On a plutôt j'ai l'impression, des données en sciences sociales qui nous montrent le contraire. Ouais, et puis il y a pas mal de recherches là-dessus, ou des choses qui sont très inquiétantes sur le fait que s'il y a des groupes identifiés, par exemple par sexe ou par couleur de peau, souvent le débat la délibération va amener ces clans à s'opposer, donc ça va renforcer encore plus l'hooliganisme et ça va empêcher donc les gens ont pas de temps, parce qu'il y avait des espoirs des philosophes des Lumières ou autres qui espéraient que justement avec des systèmes délibératifs les gens seraient plus concernés par les difficultés des autres. Mais en fait, ce que montrent les expériences, c'est pas que les expériences, il y a aussi l'étude des jurys délibératifs aux États-Unis. Donc des trucs plus empiriques qui se rapprochent déjà plus de la délibération qui serait imaginée par ceux qui pensent à la démocratie délibérative. Finalement, cette rencontre de côtés opposés en fait exacerbe les différences, et finalement, une des meilleures façons de réduire le racisme, c'est de ne pas en parler, quoi. Donc il y a des expériences qui montrent que voilà, si on dit aux gens, on les associe par nom ou par d'autres traits qui sont pas la couleur de peau, les différences raciales vont disparaître, que les gens vont plus faire attention à ça. Alors que si on suggère un petit peu où il y a le mot couleur de peau qui sort, tout de suite
les gens vont s'identifier par la couleur de peau et ça va exacerber en fait l'hooliganisme ou en tout cas le problème racial, quoi. Ouais, c'est assez déprimant. Mais c'est typiquement le genre de truc assez déprimant dont il faut tenir compte quand on pense à voilà, l'organisation de la prise de décision. Donc assez souvent, c'est un peu l'idée derrière ce concept de Vulcain, c'est que effectivement les théories politiques ont tendance à pas assez tenir compte de ce qu'on sait du comportement des gens réels. Et imaginer des espèces de comportements idéaux où on se dit il faudrait que les gens se comportent comme ça. Dire ouais, d'accord, il faudrait, mais de fait, si c'est pas le cas, qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est vrai même au niveau de la recherche entre certains chercheurs qui ont des points de vue opposés sur certaines questions. Parfois, il y a des clashs énormes et les mecs n'arrivent pas à se mettre d'accord. La délibération aggrave le problème, quoi. C'est même à ce niveau-là, c'est embêtant, effectivement. Ça pose problème, quand même. En tout cas, ouais, c'est marrant parce que tu étais assez critique envers les hobbits. Je sais plus, je crois que c'est pas dans la vidéo, c'est plutôt dans le commentaire que tu as fait là, dans la vidéo suivante. Alors que, je sais pas, est-ce que Brennan est vraiment très critique envers les hobbits? J'ai envie de dire les hobbits, dans une certaine mesure, et ça pourrait rejoindre la 7e critique que tu fais contre la démocratie, consiste à dire c'est très coûteux en temps, et quelque part, il faudra arrêter de voir dans le fait de s'intéresser aux problèmes politiques une sorte de devoir moral. Ouais. Quelque part, j'ai envie de dire, les hobbits, c'est ceux qui ont reconnu le fait que, bah écoute, c'est très coûteux de s'intéresser à tout ça, moi j'ai pas spécialement envie, j'ai autre chose à faire, je préfère faire des maths et voyager, et j'en sais rien, voilà, et ne pas embêter les gens avec mes opinions politiques. Et c'est pas une position, déjà, dire que justement que c'est mal d'être un hobbit, je pense que ça fait partie des espèces de construction sociale. C'est ce genre d'idée très démocratique, justement, de culpabiliser les hobbits qui... Je me considère comme un hobbit, voire je me dis qu'il faudrait que je sois plus hobbit. Bah ouais, je comprends, mais personnellement aussi, j'ai tendance à... Il y a des périodes en France où c'est absolument impossible de pas avoir d'opinion politique. Voilà, t'es obligé d'être pour ou contre un tel. Et c'est terrible quand on est un hobbit au fond de soi. Parce que quelque part, c'est vrai que c'est pas un sujet qui m'intéresse plus que ça. Moi, j'aime bien parler d'économie ou ce genre de choses, mais la politique, c'est fondamentalement inintéressant parce que c'est beaucoup une affaire de personnes et j'en sais rien. Moi, si j'aime tel ou tel homme politique ou pas, j'en sais rien. Je les connais pas, je sais pas ce qui. Et c'est très coûteux en temps de se faire une opinion de toutes ces choses-là. Et effectivement, je pense que faut pas en vouloir aux hobbits. Moi, j'ai l'impression qu'il faudrait plutôt leur dire, voilà, vous pouvez être des gens très intéressants. Enfin, il y a quelque chose d'un peu dépréciatif dans ce côté hobbit, mais je sais pas. Enfin, c'est pas. Pour moi, les gens sont des hobbits sur plein de sujets. Et presque tout le monde sont des hobbits sur la philosophie, sur les maths, sur ces trucs-là, au sens où ils ne sont pas sortis de chez eux voir quel est le vaste monde qui les entoure. Juste, le seul truc où on n'a pas le droit d'être un hobbit, c'est en politique. Là, on est obligé de sortir et de... Ouais. Voilà. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a le sentiment qu'on n'a pas le droit d'être un hobbit en politique, c'est qu'on a le sentiment d'être tous plus ou moins experts en fait. En politique, ouais. Et c'est ça qui est assez frappant, en politique. Très ignorant de l'étendue de notre ignorance en politique. Bah, pour le coup, oui, ça c'est clair. Mais il y a une vidéo, je crois que c'est peut-être dans celle-ci d'ailleurs, où tu expliques pourquoi est-ce que finalement c'est très valorisé le fait d'avoir des opinions, d'avoir des convictions, de les défendre, etc. C'est un truc qui est très valorisé dans la société, surtout des convictions politiques. Ta conviction intuitionniste, je pense qu'on s'en fiche un petit peu, mais ta conviction politique, c'est un truc qui va être très valorisé, l'idée que t'en es et que tu les défendes un petit peu, vraiment, et que tu les défendes à la façon dont on se bat avec l'idée de détruire les arguments adverses, pas du tout en tenir compte. Genre quand tu défends un camp en politique, reconnaître l'intérêt, la pertinence d'un argument qui va pas dans ton sens, c'est très mal perçu. Ouais. Vaut mieux des mauvais arguments en ta faveur ou en faveur de ton clan que des bons arguments de l'autre côté. C'est triste parce que je veux dire, si on voulait vraiment, si on avait une attitude un peu plus de Vulcain quelque part, justement vis-à-vis de tout ça, on s'informerait en tenant compte des arguments qui vont dans un sens aussi bien que dans l'autre. Et c'est clairement pas de cette façon-là dont on s'informe et dont on valorise même la façon de s'informer. J'ai le sentiment. Donc, dans son livre, Brennan
il parle pas mal du hooligan comme étant celui qui est incapable de défendre le côté opposé. Et ce qui sous-entend, ou en tout cas ce qui suggère, c'est que un Vulcain, ou en tout cas quelqu'un de plus sage politiquement, c'est quelqu'un qui devrait être capable de, par exemple, de se faire passer pour un mec du camp opposé et de sortir un speech qui défend le côté opposé encore mieux ou au moins aussi bien que la plupart des gens du côté opposé. J'ai eu ce débat avec Karim Piriou de Politicon, où il me demandait si du coup, est-ce que je pensais que un noir américain à l'époque de l'esclavage devait être en mesure, enfin, avait un devoir moral d'être capable de défendre l'esclavagisme. Mais pourquoi ce serait un devoir d'être un Vulcain? Je pense que c'est pas nécessairement le cas. Je peux comprendre pourquoi t'as pas envie de défendre l'esclavagisme quand tu le subis, c'est certain. Mais après, est-ce que pour prendre une décision de façon informée, je pense que ça reste quand même un critère qui est assez valable, cette idée d'être capable de comprendre les arguments dans un sens aussi bien que dans l'autre, effectivement. Ah ouais, mais je pense que c'est même utile que... Enfin bon, peut-être que je suis un petit peu... Mais enfin, si tu veux rejeter... Enfin, si tu veux défendre une position, je trouve ça toujours plus élégant de commencer par défendre la position opposée et d'être très convaincant dans cela, et puis d'ensuite montrer où sont les failles, et puis ensuite sortir tes arguments. Enfin, je trouve que c'est très utile de comprendre le camp opposé, quoi. Même pour des raisons de bonne délibération. Pourquoi est-ce que les gens ont l'impression que les hommes politiques sont tous incompétents? C'est parce que tous les hommes politiques disent que tout le monde est incompétent sauf eux, en gros. Ouais. Et le truc, c'est que c'est normal. J'en reviens à cette idée que les incentives d'une démocratie, en fait, sont incompatibles avec le bon fonctionnement de la démocratie. C'est que c'est normal, en tant qu'homme politique, un homme politique qui commence à dire « Oui, alors vraiment, il y a des bonnes idées là-bas, à gauche, des bonnes idées voilà, dans le camp opposé. Il se fait démolir, ouais. C'est évident. Donc, il peut pas, voilà, il se fera pas élire, il se fera démolir par ses congénères. Et donc on n'a pas le droit. Donc vraiment, tout le monde va toujours dire que les arguments des autres, que ce que font les autres, c'est le pire qu'on pouvait faire, etc., etc. Et ça donne effectivement cette impression, du coup, que tout le monde est incompétent et que personne ne sait ce qu'il fait. Et que, voilà. Et c'est malheureux parce qu'en fait, il y aurait moyen de discuter rationnellement de ce que font les hommes politiques, en réalité. Mais juste, effectivement, pas dans une démocratie. Et c'est ça qui est assez frappant, c'est que on ne peut pas discuter rationnellement des mesures que prennent les hommes politiques dans une démocratie, très clairement. En tout cas, entre hommes politiques qui cherchent à être élus, etc., etc. C'est juste impossible. Et du coup, ça déteint sur les individus aussi. Ah, c'est sûr que l'indignation est une stratégie optimale pour les politiciens. Bah, il faut toujours donner l'impression que ce que font tous les autres, c'est absolument la dernière des choses à faire et que le pays est sur le bord de l'effondrement, sauf s'ils arrivent à se faire élire. Ouais. Et on ne peut pas prévoir un autre incentive que ça. C'est-à-dire que si tout à coup quelqu'un essayait d'avoir un autre discours, il serait inaudible ou il gagnerait pas. Donc même chose pour les médias. Effectivement, il faut donner à lire ce que les gens ont envie de lire. Un lecteur de l'Humanité sait très bien ce qu'il va lire dans l'Humanité, comme un lecteur du Figaro sait très bien ce qu'il va lire dans le Figaro. C'est avouer qu'on a des biais de confirmation de lire un journal d'opinion, forcément. C'est lire des journaux de son opinion, et donc n'être exposé qu'à une argumentation qui va dans le sens de mon opinion. Ouais. Du coup, mais est-ce que j'aurais envie de te poser la question, est-ce que tu as des arguments pour la démocratie sinon? Pour la démocratie? Parce que t'en as un peu parlé en fait, ouais. Mine de rien. Bah, l'argument principal que je vois pour la démocratie, c'est que ça permet de valoriser le capital moral, c'est-à-dire ça permet de fédérer plein de gens ensemble et de les aider à coopérer sur des valeurs communes, quoi. Donc c'est pas directement lié à la politique en tant que telle. Ça entretient un sentiment de... C'est ça, c'est le sentiment... Un sentiment d'unité nationale. Ouais. En même temps, je sais pas, parce que au lendemain d'une élection, il y a 50% de déçus, en général, voire 70%. Oui, je pense quand même que ça reste la démocratie. Enfin voilà, on a tous participé ensemble à l'élection. Et puis... Enfin, c'est là que les drapeaux nationaux sont le plus sortis. C'est un sentiment d'appartenance un peu plus fort à ce moment-là. La Coupe du Monde fait bien mieux, clairement. Ouais, mais c'est tous les 4 ans. Là, ça fait un truc en plus. Bah, il faut une Coupe du Monde un peu. Ouais, il faudrait la faire tous les ans, du coup.
Ouais, et puis il faut que la France soit forte. Hein. Donc tu dis, si c'est vraiment ça le but, honnêtement, le foot est bien plus utile de ce point de vue-là que l'élection, que n'importe quelle élection, hein, clairement. Ouais. Moi, j'ai l'impression que ça met plutôt, et c'était peut-être pas évident que ça finirait comme ça, mais que ça tend de plus en plus à mettre en avant au contraire les dissensions dans la société. Ouais, Bah, je dis pas que c'est pas un bon argument, je pense qu'effectivement il y a de ça quand même. Hein. Ouais, t'as un argument toi pour la démocratie? Un bon argument, c'est quand même de dire que c'est pas si évident de trouver des systèmes alternatifs qui soient satisfaisants. L'épistocratie, voilà, est une idée intéressante. Mais tu vois bien pourquoi est-ce que l'épistocratie aurait un problème en légitimité, en fait. En même temps, l'idée de légitimité, c'est vraiment quelque chose qui relève de l'éducation. C'est-à-dire que juste, on n'est pas, et ça fait partie de l'éducation démocratique finalement, de dire que sur certains sujets, en tout cas, il n'y a pas d'expertise qui compte. Et c'est un problème, parce que du coup, c'est ça qui empêcherait une épistémocratie, je sais plus ce qu'il veut dire, de fonctionner, si effectivement on n'est pas prêt à reconnaître cette légitimité. Alors, oui, alors il y a un autre argument important pour la démocratie qui est que, c'est un peu l'égalitarisme, c'est-à-dire qu'il y a pas de classe sociale, il y a pas de, c'est un peu l'argument anti-épistocrate usuel. C'est-à-dire que une fois qu'il y a des gens qui sont experts, ils sont au-dessus des autres. En tout cas, il y a un sentiment de supériorité. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont sensibles à ça, au fait que grâce à la démocratie, on est tous égaux d'une certaine manière. Ce qui est pas forcément vrai d'ailleurs, mais on est plus égaux quoi que. Ouais. Ce qu'on pourrait répondre si on voulait défendre l'épistémocratie, ce serait que les positions d'experts sont ouvertes à tous. Qu'en ça, les gens sont égaux. Les gens sont égaux au sens, il appartient qu'à toi de faire des études en sciences politiques ou en économie ou en sociologie ou ce que tu veux et de prendre part à la délibération. Ouais. Après, tu vas dire, il y en a qui sont plus aisés que d'autres pour réussir à ça. Après, tu dis, je sais pas s'il prend cette comparaison-là. J'ai écouté un podcast avec Jason Brennan il y a quelques temps. Je me souviens qu'il avait pris cette idée-là qui était assez marrante, d'une comparaison avec le permis de conduire. Ouais. Typiquement, on donne pas le permis à n'importe qui. Voilà, même au nom de l'égalité, on se rend bien compte que c'est dangereux de donner le permis à n'importe qui, donc on fait passer un permis. Et au demeurant, c'est assez inégalitaire la façon dont on le fait, parce que ça coûte très très cher de le passer, et l'avoir est quand même un gros avantage, voilà, dans la vie, etc. Ceci dit, on est prêt à, voilà, on s'offusque pas de l'organisation de tout ça. Et tu dis, et pourquoi est-ce qu'on le fait ? Parce que quelqu'un qui conduit mal au volant d'une voiture, c'est très dangereux pour des individus. Et c'est vrai que tu pourrais faire un parallèle avec la démocratie, des électeurs qui conduisent mal, des électeurs qui votent mal, c'est très dangereux aussi pour une société. Et pourtant, le permis de voter, on le donne à tout le monde. Et tu pourrais dire, c'est un peu similaire. On va maintenant, de la même façon qu'il y a un permis de conduire, donc vous avez tous le droit de conduire, mais vous n'avez pas tous le permis de conduire. Vous avez tous le droit d'apprendre à conduire, mais voilà. Vous avez tous le droit de voter. Juste, il faut passer un permis pour pas faire trop de bêtises. Et je trouve que c'est une argumentation qui est assez solide et qui pourrait même légitimer le fait que, effectivement, il y en a pour qui ça va être plus facile de l'avoir que d'autres. Et très clairement, le permis de conduire, c'est le cas. Il y a des gens pour qui ça va être plus difficile de l'avoir parce que ça coûte super cher et voilà, si tu peux faire conduite accompagnée avec tes parents voilà, à 16 ans, c'est plus facile que si à 18 ans tu dois commencer à te le payer tout seul. Ouais. Et je pense que ça a plus d'impact sur la vie d'un individu d'avoir ou non le permis de conduire que d'avoir ou non le permis de voter. Après, si j'essaie de faire mon pro-démocrate, ce que je dirais, c'est que il y a quand même, le fait d'avoir un permis de conduire est pas forcément valorisé socialement. On dit pas, oh, le mec est trop fort, il a un permis de conduire. Alors que si c'était un permis de voter, ça serait, en tout cas, vu aujourd'hui par la plupart des gens comme étant une distinction sociale importante. Ouais. Donc, Brennan donne aussi l'exemple du plombier, en disant qu'un plombier aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une expertise en plus. C'est un expert bizarrement, c'est pas une expertise qui est valorisée, alors que médecin, c'est valorisé. Et médecin, c'est pareil, c'est quelqu'un qui a un pouvoir de vie ou de mort sur ses patients, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Le plombier, je sais pas s'il a un droit de vie ou de mort sur ses clients. Il peut te sauver la vie dans certaines situations. C'est deux expertises différentes. Il peut te sauver la vie. Mais ces deux expertises différentes, par contre, elles sont valorisées socialement de façon très différente. Et ce que dit Brennan, c'est que faut pas voir le permis de voter comme
comme le médecin, j'ai envie de dire, comme quelqu'un qui a vraiment un pouvoir très supérieur, et je pense que justement, voilà, à ce moment-là, faut faire pas mal la valorisation des hobbits, pour le coup. C'est-à-dire que, bon, voilà, c'est une expertise, et puis si vous l'avez pas, c'est pas grave du tout, quoi. On peut s'intéresser à plein d'autres choses. C'était très ennuyeux de passer ce permis de voter, peut-être que, je sais pas si je le passerai, c'est possible, c'est un ennui profond qu'il fallait connaître, je sais pas, à fond, toutes les institutions. C'est un bon argument, cette idée, effectivement, il n'y a pas de, on méprise pas quelqu'un parce qu'il n'a pas le permis de conduire, enfin, je pense pas. Par contre, on pourrait effectivement éventuellement s'exposer au mépris si on n'a pas le permis de voter, mais c'est une affaire d'éducation, ce qu'on valorise ou non socialement. Justement, la démocratie nous a mis dans la tête que ça faisait presque partie de la dignité d'un être humain ou d'un groupe d'avoir le droit de vote. Ouais. J'espère que vous avez aimé ce petit extrait du podcast Axiom. Si vous avez aimé, allez voir la chaîne Axiom ou le podcast Axiom, puisque Axiom est aussi disponible sur iTunes et sur Android au format MP3. Et notamment le 5e épisode devrait bientôt sortir. Enfin, il n'a pas encore été tourné, mais je pense qu'il va être vraiment bien. Il y a beaucoup de choses intéressantes à dire sur le prochain Axiom. Et puis tant qu'à faire, si vous n'êtes pas encore abonné à Monsieur Phi, allez-y. Ce qu'il fait, c'est juste génial, et c'est extrêmement lié à beaucoup de choses dont on a parlé sur Science for All. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour parler d'intelligence artificielle.